Dans cette vidéo, je te parle de négociation. Je te présente dans un premier temps 2 principes qui sont fondamentaux, qui vont permettre de poser une base solide. Et ensuite, je te propose 3 techniques qui peuvent être efficaces. Tout d'abord, rappelons que la négociation, c'est quelque chose qui est inhérent au travail éducatif. C'est quelque chose qui est indissociable et qui vraiment va de pair. Surtout en fonction des différents publics qu'on accompagne. Moi, j'accompagne des enfants et des adolescents depuis maintenant plusieurs années. C'est quelque chose auquel on a affaire tous les jours et constamment. Donc c'est vraiment une question sur laquelle il est important de se pencher, de s'intéresser, et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser d'une certaine manière. Aussi, la négociation, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est un espace de parole qu'on donne aux jeunes qu'on accompagne. L'enfant ou l'adolescent, ou même l'adulte, va pouvoir s'exprimer, va pouvoir donner son avis, son opinion sur une question. Et ça, c'est quelque chose qui est structurant. Ça permet le développement et la construction de la personnalité et c'est quelque chose qui est très éducatif. Le premier principe de base de la négociation, c'est la relation. Il faut qu'il puisse y avoir une relation éducative, une relation présente, vivante, entre l'éducateur et la personne accompagnée. S'il n'y a pas de relation, les échanges vont être très compliqués. Ensuite, le professionnel doit toujours garder en tête la nature et l'objectif de cette relation. Et donc, si à l'intérieur de cette relation, on a du mal à gérer et à maîtriser nos émotions, nos affects, les phénomènes de transfert, contre-transfert, etc., etc. Si on est noyé et submergé par tout cela, ça va créer un décalage dans notre positionnement professionnel. Décalage qui va venir impacter directement la relation qu'on entretient avec les personnes qu'on accompagne. Et donc, quand il y aura besoin d'échanger, de communiquer, de négocier sur certaines questions, ça risque d'être très compliqué. Ensuite, le deuxième point fondamental, c'est le cadre. Donc, évidemment, pour qu'il puisse y avoir des négociations qui sont constructives, il faut qu'elles puissent intervenir dans un cadre donné. Un des enseignements qu'on peut tirer de la PNL, c'est que la carte n'est pas le territoire. Donc à partir de là, on comprend bien que les personnes qu'on accompagne ont des références, des conceptions, des paradigmes qui sont différents des nôtres. Et même déjà en tant que professionnel, ces différences, elles existent et elles sont présentes. Chacun pense que son cadre de référence constitue la réalité. L'idée, c'est pas non plus d'abandonner sa vérité et de se soumettre à celle de l'autre. Le principe ici, c'est plutôt d'accepter et d'essayer de comprendre la façon de penser des personnes qu'on accompagne. Donc en l'occurrence, par rapport à ce dont je parle, donc des enfants et des adolescents, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, quelle est leur conception des choses, ce en quoi ils croient, etc., etc. Donc ici, le cadre, ça va être de définir ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable, les règles de la négociation. Est-ce qu'on a le droit d'insulter, d'être vulgaire? Donc bien évidemment non, mais il faut le dire, il faut que ce soit dit. Si on s'est mis d'accord sur quelque chose, est-ce qu'on a le droit de renégocier cette chose-là par la suite? Donc ça, c'est plutôt quelque chose à éviter, mais pareil, il faut que ce soit parfaitement dit et parfaitement clair. C'est aussi les modalités de l'échange. Est-ce que quand on négocie sur quelque chose, on décide de le faire de façon spontanée, directement? Est-ce qu'on le fait dans le salon, dans le bureau des éducateurs? Est-ce qu'on attend la réunion avec les jeunes une fois par semaine, par exemple? Souvent, c'est comme ça dans les établissements. Est-ce qu'on attend ce moment précis pour parler de cette question et entamer des négociations? Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qui c'est qui tranche? Donc en fait, toutes ces questions, c'est des choses à voir avec les personnes qu'on accompagne pour pouvoir installer le cadre de négociation. Cette démarche va permettre de tracer le périmètre de l'échange. Ça va permettre de délimiter un terrain commun à l'intérieur duquel va s'articuler la communication. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir amorcer des négociations qui vont être productives. S'il n'y a pas de cadre, il ne s'agit pas d'une négociation, c'est tout simplement une discussion banale, un débat, un échange d'idées qui n'aboutit sur rien de concret. Une fois qu'il y a la relation et le cadre, à ce moment-là, il peut y avoir des négociations qui sont saines et constructives. C'est important de différencier le fond et la forme. Le fond, en fait, ça va être l'objectif de la négociation. Par exemple, ranger son poste de travail, ranger sa chambre. Donc ça, c'est non négociable, c'est l'objectif de la négociation. La forme, ça va être tout ce qui va permettre de réaliser cet objectif. En fait, c'est sur la forme qu'on va pouvoir se permettre de lâcher du mou et de faire des concessions sur certaines choses. Donc par exemple, tu dois ranger ta chambre. Tu peux le faire soit maintenant avant de partir en activité, il nous reste 45 minutes, ou bien tu peux décider de le faire ce soir en rentrant d'activité. Donc cet exemple, il me permet d'enchaîner sur la deuxième technique qu'on va voir tout de suite.
on a tendance à se souvenir beaucoup plus facilement des derniers mots d'une phrase plutôt que des premiers. Et donc ici, on va utiliser ce levier pour donner l'impression aux jeunes qu'on accompagne, aux personnes qu'on accompagne, d'avoir un pouvoir de décision, d'avoir une maîtrise sur la tournure des événements. En fait, ce n'est pas qu'une impression, ils ont réellement un pouvoir de décision, mais ce pouvoir, il est limité à la forme. Et donc, pour reprendre l'exemple, tu dois ranger ta chambre, donc tu dois ranger ta chambre, ça c'est l'objectif, c'est le fond. Tu peux la ranger avant de partir en activité, ou bien tu peux la ranger ce soir en rentrant d'activité. Tu as le choix. En terminant la phrase par « tu as le choix », le jeune, il comprend qu'il a la possibilité de maîtriser les choses, donc ça lui confère un certain sentiment, un certain pouvoir, une certaine maîtrise. Il ne ressent pas forcément l'autorité, l'obligation, la restriction, etc. Et en terminant par « tu as le choix », bien, il aura beaucoup plus de chances d'avoir en tête et à l'esprit que, effectivement, il a le choix. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour accomplir cet objectif. Troisième technique, l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui est assez connu, qui a été défini par le psychologue américain Edward Thorndike. En fait, c'est une erreur de jugement qui fait que lorsqu'on attribue une bonne caractéristique à une personne qu'on ne connaît pas forcément, on va avoir tendance à lui attribuer plein d'autres caractéristiques très positives. Par exemple, si on considère qu'une personne qu'on ne connaît pas est quelqu'un d'honnête, on va avoir tendance à croire également que c'est une personne gentille, respectueuse, altruiste, généreuse, etc., etc. Dans les négociations, l'effet de halo va être caractérisé par les impressions, par l'impact que va générer certains mots dans l'échange. Admettons qu'on est en séjour, qu'on est en transfert par exemple, et qu'on décide de passer l'après-midi au parc avec les enfants du foyer. Si en débarquant au parc, on dit aux enfants « n'allez pas jouer tout au fond du parc derrière les buissons », la première chose à laquelle ils vont penser, c'est eux, ils vont s'imaginer en train de jouer derrière les buissons. En fait, en disant ça, on matérialise l'effet négatif qu'on veut éviter. Ça ne veut pas dire qu'en disant ça, les jeunes vont forcément aller jouer derrière les buissons, etc. etc. Mais en fait, c'est une tournure, c'est une consigne qu'on peut tourner d'une autre manière. On pourrait dire à la place, restez jouer ici, entre vous, avec vos ballons, vos trottinettes, vos cordes à sauter, etc. En disant ça, on matérialise l'effet positif. Et l'enfant s'imagine en train de jouer avec ses copains, avec ses jouets, sous l'œil attentif des éducateurs, donc en sécurité. En tournant les choses comme ça, ça facilite, ça favorise l'assimilation et l'acceptation de la consigne. Donc c'est en ça que c'est une technique qui est intéressante. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a été intéressante. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai préparé un document de quelques pages dans lequel j'ai ajouté plein de compléments d'informations et de précisions. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, je te l'envoie par mail. N'hésite pas à liker les vidéos, je publie chaque semaine une vidéo soit sur la formation, soit sur le travail en tant que tel. Si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as besoin d'aide pour rédiger tes écrits, passer ton concours d'éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, si tu as besoin d'aide pour passer ta VAE également, n'hésite pas à me solliciter, tu trouveras mes contacts dans la description. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.